Consonne. L. Voyelle. U. Consonne. D. Voyelle. O. Consonne. L. Voyelle. O. Consonne. G. Voyelle. U. Voyelle. E. Consonne. S. 9 lettres. Ludologue. Mais oui. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh, oh, oh. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Ludologues. Salut à tous, bonjour Julien. Bonjour Aurélien, nous sommes partis pour 1 heure, 1 heure et demie. Oui, on va essayer de viser 1 heure et puis des fois on sait que ça déborde jusqu'à 1 heure et demie. Aujourd'hui, de quoi on parle, tiens? On va quand même juste rappeler pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route sur cet épisode 5 que à chaque fois dans les ludologues on part d'un jeu ultra connu pour savoir d'où il vient, comment il fonctionne et pourquoi ça marche à la fois d'un point de vue sociologique, psychologique. On cherchera ensuite à voir un petit peu quelle trace il a laissé dans les jeux de société modernes. Jouons au Scrabble. Loubard, 10 points. Octogénaire, 14 points. On ne sait jamais qui va gagner au Scrabble. Voilà, donc aujourd'hui effectivement on va partir du Scrabble ou du Scrabble, je sais pas comment toi tu le prononces. Eh oui, il y a 2 écoles, effectivement, il y a Scrabble et Scrabble, les deux marchent. En tout cas, c'est un jeu qui est à la fois connu et méconnu. Et finalement, on s'est rendu compte moi, en tout cas, je me suis rendu compte que je le connaissais pas très bien en préparant l'épisode. Et pour vous, Julien, aujourd'hui, il s'est donné. Il a vraiment potassé le sujet sur le Scrabble. Il a joué au Scrabble. C'est ça. Pour la petite histoire, en fait, j'ai joué avec une amie, Anne, qui s'était mise au Scrabble. Elle me dit, ah, c'est chouette. Et puis, j'ai joué contre elle. Je me faisais rouler dessus pendant 3-4 parties. Et j'ai compris qu'on joue pas au même jeu. C'est ça. Donc, tu vas nous en parler C'est ça. Dans pas trop longtemps. On partira donc du Scrabble. Et ensuite, nous irons jusqu'à un autre jeu. Un jeu beaucoup plus récent, mais déjà culte, qui s'appelle Terraforming Mars. Il faut que je trouve le moyen de cultiver sur une planète où rien ne pousse. Mars finira par avoir peur de mes pouvoirs de botaniste. Et oui, parce que les 2 jeux partagent un point commun. Ils sollicitent l'art très particulier chez les joueurs, l'art d'activer des bonus de placement. Mais commençons par le commencement, voyons un peu, si vous savez aussi bien que ça, ce qu'est le Scrabble. On va vous redonner un petit peu les règles. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette matière? Lancez les dés pour déplacer votre pion. Ah, c'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovalium. C'est pas simple, mais j'ai compris. Le Scrabble. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que ça boit? Dis-nous tout, Julien. Nous tout. Alors, rapidement, en fait, on dispose chacun de 7 lettres. On va piocher dans un sac. Il va falloir venir poser ces lettres sur un plateau. Chaque lettre vaut un certain nombre de points, de 0 à 10. Mais la grosse subtilité du jeu va venir du fait que certaines cases sur le plateau permettent de marquer plus ou moins de points. Donc en fait, ces cases ont des bonus de placement. C'est ça qu'on avait parlé en introduction. C'est ça. Et en fait, les bonus de placement sont presque plus importants que les mots qu'on va faire. Il y a 24 cases lettres compte double, il y a 12 cases lettres compte triple, il y a 17 cases mots compte double et 8 cases mots compte triple. À ce tour de jeu, on va venir poser des lettres sur le plateau qui doivent être collées aux lettres qui ont été déjà posées précédemment. C'est ça, on part du milieu du plateau, il y a une petite étoile et ensuite il faut toujours se raccrocher à un mot qui a déjà été posé. Au moins une lettre, c'est ça. Petit bonus, si on arrive à poser toutes ces lettres, c'est 50 points. 7 lettres posées, 50 points, sachant qu'on peut faire des mots de plus de 7 lettres vu qu'on se raccroche à des lettres déjà posées. C'est ça. La répartition des lettres change selon les pays. Au départ, dans la version anglaise, la légende veut que l'auteur ait attribué les points de chaque lettre en se basant sur la fréquence observée sur la première page du New York Times. Et dans la version française, la petite particularité, c'est que c'est la version qui comporte le plus de lettres qui valent 10 points. Le K, le W, le X, le Y et le Z. Donc ça fait 5 lettres qui valent 10 points. Seuls le letton et le slovaque font aussi bien. Savais-tu que ludologue, ça fait 12 points au Scrabble? Eh bien, je l'apprends avec toi, Julien. Merveilleux. Le meilleur coup, tant qu'on est dans le rayon des anecdotes? Alors, le meilleur coup, combien de points ça peut faire? Je sais pas. Tu peux faire peut-être 50, 60 points avec un mot. Ah, peut-être avec les comptes triples 120. Moi, je dirais plus. Alors, dis-moi. Il y a le mot Whiskey's qui compte 432 points. Donc, Whiskey's, c'est W-H-I-S-K-E-Y-S. Si on arrive à le poser sur une case mot compte triple et que le K est posé sur une case lettre compte double. Ok, ah ouais, donc là, il faut quand même être énervé pour poser celui-là. Et je pense que les gens qui savent un peu y jouer le sentent venir. Et donc, c'est whisky au pluriel en anglais, quoi. C'est ça, un whisky, des Whiskey's. Ok. C'est comme les chevaux, des chevals. Voilà, ouais, ok. En fait, le Scrabble, vraiment, quand j'y ai joué, pour moi, il y avait 2 sensations qui se mélangeaient. Et la première branche, que j'appellerais la branche Seven Wonders,
tu vas venir poser tes mots, mais si tu les poses et que tu ouvres en fait les cases bonus à l'adversaire, il va venir en profiter et rafler tous les bonus de placement. Donc vraiment cette idée de Seven Wonders, de si je fais un truc, quel avantage ça lui donne? Peut-être que moi ça me fait 10 points, mais si l'autre il va faire 50 points derrière, c'est pas un très bon calcul. Et il vaut mieux peut-être aller se placer à un endroit où je fais un peu moins de points, mais je lui donne moins de possibilités. Où lui va être obligé de me donner de la possibilité. Ouais, il y a presque un petit côté un peu affrontement, des jeux d'affrontement comme ça, avec une sensation de tir à la corde, je fais quelque chose, je fais pas forcément mon meilleur coup. L'idée, c'est de faire des points sans trop permettre à l'autre d'en faire aussi en même temps. Exactement, donc vraiment la sensation Seven Wonders. Et la deuxième branche, qui j'appellerais la branche Terraforming Mars, c'est comment j'exploite au mieux les bonus de placement du plateau, où il n'y a pas que les chiffres sous les lettres qui comptent pour faire les points, mais vraiment, vaut mieux un mot code triple avec peu de lettres qu'un grand mot avec beaucoup de lettres. Mais des fois, on arrive à faire des mots de 6 lettres qui font 10 points, quoi. Ouais, alors, en fait, c'est avant tout un jeu de placement de tuiles, avant même d'être un jeu finalement de mots ou de lettres. C'est pas vraiment le cas du Scrabble, paradoxalement. C'est ça, il y a une stratégie qui est très payante, c'est d'apprendre par cœur les mots de 2 lettres avec un W, parce que juste avec 2 lettres, des fois on arrive à faire 40 ou 50 points, alors que comme je vous disais, avec 6 lettres, on fait 8 points, ce qui est ridicule. Et des fois aussi, il faut savoir aussi conserver ses lettres pour le tour d'après, c'est-à-dire que savoir à quel moment je vais les jouer, il y a peut-être des moments plus intéressants en fonction de ce que je vais piocher. Si j'ai un Q, peut-être j'ai intérêt d'attendre d'avoir un U pour le jouer. Ouais, un petit peu comme dans les jeux de cartes de gestion de main, on avait parlé de hit notamment, où on garde certaines cartes pour plus tard, pour faire un meilleur coup. C'est ça, des lettres qui vont mieux se combiner juste après, quoi. Et il y a un site qui s'appelle le FISF. Alors attention, il faut bien prononcer le F à la fin, FISF. Donc c'est la Fédération internationale de Scrabble française. Et il y a internationale française. Ouais, c'est ça, oui. Voilà quoi. Hein. On est connu pour notre modestie en France. Donc le guide stratégique nous indique clairement en fait qu'il y a 2 jeux dans le jeu. Ils le disent aussi clairement parce qu'ils disent beaucoup de joueurs débutants se contentent de jouer au jeu du mot le plus long, alors qu'il s'agit avant tout d'un jeu de placement. En gros, pour gagner, il faut viser les cases avec des bonus et éviter d'ouvrir la voie aux autres adversaires. Donc si vous avez envie de progresser au Scrabble, il y a une page dédiée sur le site du FISF qui vous indiquera plein de stratégies pour gagner. Petit guide de jeu pour débutants. Ouais. Moi, j'ai recherché la meilleure partie de Scrabble classique qui a été jouée en championnat. Alors, une partie assez mémorable a été jouée en 2018 en championnat de France. Et là, il y a eu un score record de 782 points pour le vainqueur contre 425. Donc, c'est un jeu où des fois, on parle maintenant des jeux salade de points. Le Scrabble, on peut faire plusieurs centaines de points. C'est vrai. Bon, sauf que là, on les fait au fur et à mesure, quoi. C'est pas à la fin qu'il faut tout compter. Oui. Non, mais c'est des scores extrêmement importants, quoi, finalement. Parce que les scores, c'est ça, c'est plutôt autour de 300-400 points, quoi, en général. Ouais, je crois que 782 en partie de tournoi, c'était assez inouï. Sachant qu'il y a une autre manière aussi de jouer le Scrabble, une manière qui est très populaire surtout en France, qui s'appelle le Scrabble Duplicate. Dans le Scrabble Duplicate, ce qui va compter, c'est de faire les meilleurs coups possibles, sachant que tout le monde va avoir exactement le même jeu. Donc comment ça se passe ? On n'est pas dépendant du tirage en fait. Exactement. En fait, on va donner un tirage. Donc il peut être 30, 50, il peut y avoir même 100 personnes en parallèle qui ont leur jeu de Scrabble. Il y a un arbitre qui pioche des lettres, qui dit voilà vos 7 lettres sur votre chevalet. Tout le monde a les mêmes. Et à partir de là, on doit réfléchir au meilleur coup possible avec ces 7 lettres. Il y a un temps limité, 2-3 minutes. Et puis au bout de 2-3 minutes, chacun révèle les lettres qu'il a fait, marque les points en fonction du coup joué. Et l'arbitre, souvent maintenant avec une assistance informatique, donne le meilleur coup possible. Et tout le monde ensuite va placer sur son plateau de jeu, tout le monde a un plateau de jeu de Scrabble, le meilleur coup possible, pas forcément celui qu'il avait fait lui. Ce qui fait qu'à nouveau, deuxième tour de jeu, tout le monde va repiocher des lettres qui vont être identiques pour tous et on va repartir avec tous le même mot déjà placé, faire le deuxième meilleur coup possible, comme ça. Et finalement, c'est une autre manière de le jouer où le but c'est d'optimiser au maximum une partie où il n'y a pas l'aléatoire de piocher de lettres. Voilà pour les 2 variantes un petit peu du Scrabble. En parlant de championnat, il y a effectivement des champions de Scrabble, puisqu'il y a des championnats. En ce qui concerne les championnats francophones, ils ne sont pas toujours français, puisqu'il n'y a pas qu'en France qu'on parle français. Il y a des Suisses, des Québécois, également des Sénégalais, des Ivoiriens, des Béninois, des Congolais. Les pays de l'ouest du continent africain sont très représentés dans les compétitions. J'ai trouvé ça assez intéressant à souligner, parce que du coup, ça vient un petit peu tordre le cou aux préjugés de ceux qui élaborent des théories raciales selon lesquelles les gens de certains pays seraient plus disposés à être athlètes que des intellectuels. Et ben, ces champions-là, ils nous prouvent qu'ils savent très bien réfléchir et utiliser leur tête s'il était besoin de le prouver. Et ça, moi, quand même, ça me donne envie de dire un truc très fort, d'engager, parce que là, je sens que je pars un peu sur un truc presque politique. Donc, je vais vous dire quelque chose de extrêmement révolté. Voilà, et si par ailleurs il fallait prouver que le Scrabble n'est pas un jeu de lettres, un autre fait marquant est l'histoire de Nigel Richards,
qui lui a été 3 fois champion du monde de Scrabble francophone sans du tout savoir parler français. C'est un Néo-Zélandais, il s'est pas contenté des 5 titres de champion du monde de jeu dans la version anglaise, il s'est dit je m'ennuie un peu Scrabble en version anglaise. Trop facile. Donc sans parler un seul mot de français, il a uniquement appris les mots qui pouvaient être joués au Scrabble francophone, il n'a pas appris à parler français, et il a réussi à gagner comme ça plusieurs championnats du monde francophone. Il a également, plus récemment, tenté le coup en espagnol aussi. Et également, il a réussi à devenir champion du monde en espagnol. Il est tellement fort qu'il est capable de réaliser le score quasiment d'un ordinateur, qu'on appelle topper dans le jargon. Il y a quelques joueurs qui avaient déjà réussi à faire des parties parfaites, mais lui, en fait, il les banalise, il peut les enchaîner. Apparemment, c'est quelqu'un qui a une exceptionnelle mémoire et qui a même réussi l'exploit, pour vous donner une idée, de passer à la version francophone en 9 semaines, en 2 mois et demi. Il a fait quoi en 2 mois et demi? En 2 mois et demi, il a pu ingurgiter les 380 000 mots du dictionnaire Larousse du Scrabble pour pouvoir jouer en français sans savoir parler français, quoi. C'est Bishop, en fait. Alors, c'est possible qu'effectivement, il ait certaines prédispositions, certaines hyperfacultés cognitives pour réussir un tel exploit. Ouais, c'est un robot. C'est un robot caché. Bon, et donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était le Scrabble, on va s'intéresser à finalement d'où ça vient, ce jeu. Ça vient d'où? Oui, au fait, ça vient d'où? Tout commence en 1929 à New York. Le pays vit une crise économique sans précédent. Parmi cette masse de gens désœuvrés, privés d'emploi, se trouve un architecte, Alfred Mosher Butt. Comme tant d'autres, Alfred est au chômage. Au chômage, oui, mais cela donne le temps à Alfred d'observer le monde. Et il découvre que le monde se divise en 3 catégories de personnes. Celles qui aiment la maîtrise, celles qui... Non, c'est pas du tout ça, je suis pas dans le bon épisode. Non, il découvre que le monde se divise en 3 catégories de personnes. Celles qui aiment les jeux de hasard comme les jeux de dés, celles qui aiment les jeux de réflexion comme les jeux d'échecs et le jeu de dames, et enfin celles qui aiment les jeux de lettres comme les mots croisés et les anagrammes qui existaient déjà à cette époque. Alors, Alfred a une idée. Puisqu'il n'a pas de travail, il va créer un jeu. Et comme il a l'esprit mathématique, il décide de créer un jeu de lettres. C'est donc en 1931 qu'il invente Julien ? Le lexico. Non, le Alf, je crois. Non, finalement, je crois que c'était le IT. IT. Ah oui, il n'avait pas choisi le Criss Crossword ? Non, finalement, ce jeu s'appelle Orio Scrabble. Scrabble voulant dire chercher à tâtons. D'un petit jeu de grille, une grille de 15 par 15, à un succès mondial, il n'y a qu'un pas, à peu près. Qu'Alfred va commencer à franchir en 1948 en cédant les droits contre redevance à un homme d'affaires. Tiens, encore une fois. Il n'avait pas les moyens peut-être de produire ce jeu, il a plutôt choisi de confier ça à James Bruno. Ils étaient en contact en fait dès 1939, mais l'affaire est conclue après-guerre, Deuxième Guerre mondiale oblige. Et c'est James Bruno qui impose l'idée de l'étoile au centre. On a dit que c'était effectivement le point de départ. Dès 1949, la Production and Marketing Company, PMC, est créée et la production à grande échelle commence. Bruno sort les gros moyens. Il rentre chez lui fier de son achat des droits et il déclare à son épouse « Chérie, retrousse tes manches, à partir de demain, on fabrique des jeux ». James Bruno fabrique entièrement à la main les premiers exemplaires à son domicile. Il arrive jusqu'à 18 jeux produits par jour. Ah oui. Je ne sais pas s'il a peut-être eu des tendinites à la fin. À la fin de l'année 1949, il a produit, lui et sa femme, 2251 exemplaires pour des gains atteignant, là pareil, il retourne voir sa femme, « Chérie, on a presque fait 2300 exemplaires. Tu veux savoir combien on a gagné ?» Ah oui. Moins $450. Alors là, je pense qu'elle a pris une voix beaucoup plus affirmée. Et à mon avis, Bruno a dû passer une sale soirée ensuite. Mais le jeu recueille quand même un accueil favorable du public et le bouche à oreille commence à faire son petit effet jusqu'à ce que, par un beau jour de 1952, il soit découvert, ni plus ni moins que par le président du Macy's. Tu connais le Macy's, Julien ? J'ai su ce que c'était. Ouais. Tu y es déjà allé, c'est le plus grand magasin new-yorkais, en tout cas à l'époque. Et lui, il en veut pour son magasin de ce jeu. Donc à partir de là, c'est la folie. Bruno n'en revient pas. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Je te dis,
Je découvre maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Donc Macy's passe une énorme commande à laquelle la PMC a un peu du mal à répondre. Je pense que sa femme et lui commençaient à en avoir un petit peu marre de fabriquer des Scrabble tous les jours. Et pourtant, ça devient le jeu à la mode. Si bien qu'à la fin de l'année 1954, les ventes totales dépassent 4,5 millions d'exemplaires. Ah oui, donc, ils font plus ça avec leurs petits doigts là. C'est ça. Fin 49, il était à 2200 exemplaires. 5 ans plus tard, on le voit avec 4,5 millions d'exemplaires. Alors, entre-temps, il a quand même commencé à s'exporter aussi dans d'autres pays francophones et la production a été confiée à une société, à des professionnels, Selshaw et Writer, qui produit notamment... Eh ben oui, c'est notamment la société de production qui produisait la version américaine des petits chevaux. Le Pachisi, comme ils l'appelaient aux États-Unis. Ils n'ont pas été très originaux sur le nom, ils ont repris le nom indien. Elle rachète la marque, donc Scrabble à Brno en 1972, cette société-là. Et puis après une brève interlude avec Coleco, c'est le duo Hasbro et Mattel qui récupère les droits en 1989. Hasbro a toujours les droits pour les US et le Canada, et Mattel pour le reste du monde. L'Europe va être quand même assez lente à s'engouer pour ce jeu. La version francophone est créée en 55, mais le jeu devient populaire en France à partir de 1965, et notamment grâce à pas mal d'animations qui étaient réalisées dans les villages du Club Méditerranée. Non merci, je sors de table. Le bonheur, si je veux. Et pour la poterie, c'est dès qu'il neige. Voilà, donc la pratique du Scrabble, à partir de là, elle s'organise en club, pas seulement en Club Med, et également en fédération au début des années 72. Et c'est là aussi qu'apparaît le fameux le Scrabble Duplicate, qui est assez populaire en France et pas trop dans les autres pays. Et le classique, lui, continue aussi un bel essor en Europe. C'est à partir de là que le succès est assez important. Et aujourd'hui, quelques infos clés pour vous montrer un peu l'importance qu'a eu ce jeu dans l'histoire récente. Depuis 1948, donc 150 millions de boîtes ont été vendues dans 121 pays. Le jeu a été traduit en 35 langues. Il existe même une version en braille. En France, il y a plus de 700 clubs qui regroupent 16 000 licenciés. 95% des Français connaissent le Scrabble, 57% en possèdent un et 50% y jouent. Alors ça, c'est les sources de la Fédération française citées par le Figaro. Mais... C'est Magouille et compagnie, quoi. Je pense pas. Je pense que quand même le 95% des Français connaissent le Scrabble. Ça, j'y crois. 57% en possèdent un. J'étais assez étonné. Ah, moi, ça me surprend pas parce que quand j'étais petit, partout où j'allais, il y avait un Scrabble. Chez mes parents, ils ont un jeu de cartes et un Scrabble, quoi. Ouais, du coup, c'est le 50% y joue. Moi, je l'ai beaucoup vu, effectivement, mais je l'ai rarement vu sorti des placards autant qu'il est présent dans les foyers. Eh ben, on va en parler. Allez, voyons où ça va, tout ça. Ça va où? Ça va où? Dans quoi on le retrouve? La pop culture, les jeux modernes. Qu'est-ce que ça devient? Le Scrabble, on va s'intéresser au Scrabble dans les comédies françaises. Ah, dis-nous tout, Julien. Des années 60 et 70. En fait, le Scrabble, c'est un jeu qu'on retrouve fréquemment au cinéma, donc surtout dans les comédies françaises, comme les Bronzés fondus qui vient chez moi, j'habite chez une copine, ou Les Trois Frères. Le Scrabble sert souvent à caractériser des personnages. Ça dit quelque chose du personnage qui joue, qui en possède un, d'ailleurs. Je ne joue pas forcément. Ouais, alors dans Les Bronzés, je crois qu'ils le balancent par la fenêtre. C'est ça, ouais. Enfin, ils veulent le garder, et après ils le balancent. Et tous ces films, en fait, me laissent penser que le Scrabble, ça va peut-être au-delà du simple jeu, en fait. Moi, j'y vois aussi comme un outil de domination sociale, ou au moins un marqueur de classe sociale. Je parlais du bridge tout à l'heure. Avoir un Scrabble, ça fait un peu classe, quoi. C'est ça, et intelligent. Déjà, le Scrabble, ça fait appel à l'orthographe. Sans être suffisamment bon en orthographe, c'est impossible de jouer au Scrabble et aux jeux de lettres en général. Faut un minimum. Et le français, en fait, est une langue à l'orthographe volontairement complexe. Dans plein de langues, comme le turc ou l'espagnol, les mots se prononcent comme ils s'écrivent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs possibilités, si bien que quand on entend un mot pour la première fois, on sait immédiatement comment il s'écrit. En français, il y a tellement de façons d'écrire un son que c'est impossible de deviner son écriture. Ouais, et d'ailleurs, il y a une association d'idées, je pense, qui n'est pas totalement vraie, voire plutôt assez fausse, selon laquelle, effectivement, il y a une corrélation entre le niveau d'orthographe de quelqu'un et son intelligence, alors que ça devient de moins en moins vrai aujourd'hui. Tout à fait. Et je vous invite pour ça à aller regarder un TEDx qui s'appelle « La faute de l'orthographe » par Arnaud
Ouette et Jérôme Piron. C'est 2 anciens professeurs de français et linguistes qui militent pour la simplification de l'orthographe. Déjà, ça permettrait de passer du temps à apprendre d'autres choses que des règles d'orthographe et de se cultiver sur d'autres sujets. Et surtout, eux, ce qu'ils y voient, c'est que le seul intérêt de l'orthographe complexe, c'est de pouvoir asseoir une domination, de marquer une différence en fait entre les gens de lettres et les ignorants. Une pensée ou un mail plein de fautes d'orthographe soit immédiatement décrédibilisé. C'est exactement ce que tu disais en fait. Ouais. Et on a intégré ça, c'est-à-dire que même quelqu'un qui écrit mal va pas oser exprimer son avis parce qu'il fait plein de fautes. Ah, on va pas faire que des amis aujourd'hui. Hein. Peut-être. Ou en tout cas, c'est une émission extrêmement engagée. Et donc, ce TEDx, je trouve fabuleux. Ça dure 18 minutes. À la fin, vous allez militer pour la simplification de l'orthographe, je vous le garantis, quoi. Donc voilà pour l'orthographe et pour la connaissance aussi d'un vocabulaire étendu, qui est aussi un marqueur de classe. C'est également un atout pour gagner. On l'a vu avec les victoires de Nigel Richards, la stratégie reste quand même la meilleure voie pour gagner ce jeu. Mais si on a la stratégie plus le vocabulaire plus l'orthographe, on devient imbattable. Et donc, dans les films de Jean-Marie Poiret et un peu dans ceux de Patrice Lecomte, c'est souvent les nouveaux riches qui possèdent un Scrabble ou qui y jouent. Donc, pour resituer, Jean-Marie Poiret, c'est le réalisateur de films comme Le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance ou Les Visiteurs. C'est des films en fait où la notion de classe est souvent au cœur du film sans qu'on en ait pleinement conscience. Dans tous les films du Splendide, il y a ça aussi. Donc la troupe du Splendide, c'est Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Michel Blanc, Josiane Balasco, Marianne Chazelle, qui viennent tous de milieux disparates, donc soit bourgeois, soit pas bourgeois, mais qui sont quand même connus à Neuilly-sur-Seine. Dans les films du Splendide, les pauvres sont toujours montrés comme étant affreux, sales et méchants. Vraiment, les pauvres, ils sont bêtes, ils sont crasseux. Ils jouent pas au Scrabble, quoi. Ils jouent pas vraiment au Scrabble, c'est ça. Je pense que c'est certainement inspiré par la comédie italienne des années 60-70, qui rend un peu les habitudes dans la représentation de la pauvreté. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Affreux, sales et méchants. On les montre différemment. L'exemple parfait, c'est dans Le Père Noël est une ordure, les personnages de Zézette et Félix sont la meilleure illustration. Enfin, ils sont bêtes, ils ont tout pour déplaire. Par contre, c'est dans les films du duo Poiret-Clavier. Tous les deux sont plutôt issus d'un milieu bourgeois parisien. Dans leurs films, comme Papy fait de la résistance, c'est pas un film du Splendide. Le scénario a été fait par Christian Clavier, Jean-Marie Poiret et Martin Lamotte. Les pauvres, comme Ramirez, le concierge, c'est eux qui vont tomber dans la collaboration, tandis que c'est les riches qui vont faire la résistance. Les Visiteurs ne parlent que de ce sujet-là, finalement. En fait, on passe d'une caricature d'un monde moyenâgeux où l'ordre social est très très bien rangé. En gros, il y a les nobles qui dominent le bas peuple, Jean Reno qui domine Christian Clavier, à un monde plus disparate. Et d'ailleurs, Jacouille, en fait, il se sent beaucoup plus libre dans le monde du futur, le monde présent en tout cas, et il n'a pas envie d'y retourner, il n'y retourne pas à la fin. Et il est très surpris, en fait, que les rapports de classe aient changé. Et donc, une fois qu'on a un peu admis que la classe sociale est au centre de ces films, je trouve intéressant de voir comment le Scrabble est utilisé comme outil ou comme marqueur social dans tous ces films-là. Le Scrabble, donc, c'est un jeu d'apparence élitiste d'un point de vue de l'orthographe et du vocabulaire, on l'a dit, et ça permet à ceux qui en sont moins dotés de prendre comme une forme aussi de revanche sur les hommes lettrés et quelque part un peu l'aristocratie. Ainsi, les personnages qui jouent au Scrabble sont très souvent des nouveaux riches. Donc l'exemple parfait, c'est Bernard et Nathalie dans Les Bronzés font du ski, donc joués par Gérard Jugnot et Josiane Balasco. Mais par contre, dans Les Visiteurs, ils jouent pas au Scrabble. Non, mais d'accord. Parce que ce que je voulais dire, c'est que ce thème de la classe sociale, il est toujours présent dans ces films. Dans ces films, ouais. Et il reprend souvent le Scrabble quand même. Et c'est toujours des nouveaux riches. En fait, on voit pas les aristocrates qui jouent au Scrabble. Ouais. Okay. Alors qu'eux, ils pourraient parce qu'ils ont le vocabulaire, ils ont tout ce qu'il faut pour y jouer. Ok. Ils ont oublié leur Scrabble. C'est déjà ça de gagner. Oh non, Bernard, t'exagères, là, on va leur rendre quand même. Hé, vous avez oublié quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Merci. De rien. Merci. Et dans Les Trois Frères des Inconnus, c'est un peu la même chose. En fait, le personnage qui joue au Scrabble, c'est le beau-père de Didier Bourdon. Ah oui, c'est un type réactionnaire et qui possède aussi tous les attributs du nouveau riche, puisqu'il essaie de fourguer sa belle-fille. Ouais, tout à fait. Je me rappelais pas qu'il jouait au Scrabble, effectivement. C'est ça. Et c'est pareil, le Scrabble permet d'appuyer en fait cette caricature de nouveau riche. Ouais, un petit Scrabble, ça vous remontera. Non, je préfère sortir choupette. Ah ouais, mais j'ai droit à ma revanche d'hier soir, dites donc. J'ai eu du mal à digérer vos 70 points là. Avec quel mot déjà ? Homicide. Ah ouais, c'est ça, ouais. Effectivement, je me rappelais pas qui calait le Scrabble dans Les Trois Frères. C'est Merci ça. Julien. Et alors, à l'inverse, les personnages qui ne savent pas jouer au Scrabble sont vus comme des tocards. Par exemple, dans le film Viens chez moi, j'habite chez une copine de Patrice Lecomte, Michel Blanc, il vient s'incruster chez des copains à lui pendant très très longtemps, ils n'arrivent pas à le virer. Et donc, il lance une partie de Scrabble avec Michel Blanc qui n'a pas du tout envie de jouer. Je ne connaissais même pas ce mot-là, c'est de dire si je vais perdre. Moi, je sens que je vais me farcir un petit mot contre triple. Et voilà, juré. Les petits-enfants, ça va faire très cher, ça. 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 19 et 10, 29. 3 fois 29, 3 fois 29... 87. Ah, mais j'ai pas tardé à la rattraper, la mère Françoise. Allez, à toi, Guy. J'ai rien, je passe mon tour. Bah, c'est pas possible, ça fait 4 fois.
Regarde cette horreur. Il est pas mal ton jeu, regarde, t'as bateau. Tu peux même le mettre au pluriel avec ton X. Ouais. Bah oui. J'avais pas vu, les lettres étaient pas dans le bon ordre. Tu pioches. Eh, dis donc, il est usé votre jeu, je vous signale. J'ai une lettre effacée. Et c'est un blanc, c'est un joker. Avec ça, tu peux faire toutes les lettres que tu veux. Ça va me paumer encore, tiens. Vous avez pas la télé, ça va être chiant pour le soir. Ça recoupe les statistiques qu'on a données tout à l'heure. Il y a aussi sans doute cette dimension un petit peu de marqueur social qui fait que par mimétisme, tout le monde avait un Scrabble et du coup, voilà, c'était presque comme faut avoir une bibliothèque, une bibliothèque avec tel livre. Avec le Goncourt. Exactement. Ouais, tout à fait. Ou tel apéritif à servir aux invités. Ou voilà. Je pense qu'il y a une époque où ça pouvait être la honte si finalement on venait chez toi et puis les gens disaient est-ce qu'on fait un Scrabble ? Ah ben j'en ai pas. Et voilà. C'est ça. Ces comédies en fait ne sont qu'une caricature de quelque chose d'existant. Et je pense que c'est une des raisons du succès du Scrabble à l'époque, c'est qu'il est vu à l'époque sans doute inconsciemment comme un marqueur social. Dans les années 60-70, on est dans les 30 glorieuses. Le statut de nouveau riche est un statut enviable. Et posséder un Scrabble est sans doute une façon d'affirmer sa classe sociale ou en tout cas de faire croire qu'on appartient à une classe sociale plus élevée que ce qu'on est. Et donc de montrer qu'on avait un capital culturel, c'était possible c'était supposément possible par le Scrabble. Et si on l'avait pas, on pouvait quand même y accéder en étant un meilleur stratège. Et je pense d'ailleurs les années 80-90, pour moi, font plus la part belle au jeu d'argent. En fait, le capital financier devient au fil du temps un outil de domination plus efficace que le capital culturel. Et je pense qu'il y a un basculement progressif vers le Monopoly qui prend un peu la première place des ventes. Enfin, aujourd'hui, on voit beaucoup plus de Monopoly chez les enfants et un peu partout que des Scrabble. Donc voilà, c'était un peu l'instant S. S comme sociologie. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande la BD qui s'appelle La Distinction de Tiphaine Rivière, qui est inspirée des travaux de Pierre Bourdieu. Je trouve ça absolument passionnant. Et je vous recommande aussi un podcast d'un copain qui s'appelle Discordia, le podcast, pas le copain. Et où il y a un épisode sur le Splendide. Et justement, il y a une focus un petit peu sociologique sur les films du Splendide. Vous tapez Discordia, Splendide, je pense que ça devrait ressortir sur Internet. Eh ben merci Julien pour cette proposition d'analyse sociologique un petit peu du Scrabble dans les films et du coup dans la société de cette époque-là dans laquelle il a vu son succès grandissant. Moi, ça m'avait fait penser le Scrabble aussi. Alors, c'est pas une influence directe, encore que la version Duplicate pourrait peut-être s'en rapprocher un peu plus. C'est une émission de télé que vous connaissez tous, puisqu'on l'a même mis dans le générique d'intro. C'est des chiffres et des lettres. Voilà, donc Des chiffres et des lettres, c'est une émission qui a été diffusée sur France 3, qui a été créée en 1965 dans une version qui s'appelait Le mot le plus long et qui devient Des chiffres et des lettres en 1972. C'était une quasi quotidienne du lundi au vendredi durant des décennies et l'émission, elle est plus tard diffusée uniquement le samedi et le dimanche à partir de 2022 et puis finalement en 2024, elle est supprimée définitivement de l'antenne. Mais je trouve que ça rejoint un peu ce qu'on a dit avant en fait où avoir du vocabulaire et du lexique, c'était un marqueur social important et aujourd'hui ça l'est quand même vachement moins. Vaut mieux être influenceur à Dubaï, quoi. Voilà, et moi je me suis même demandé si finalement, à l'époque où il n'y avait pas du tout cette démarche d'adapter des jeux télé en jeux de société ou des jeux vidéo en jeux de société, finalement, si les gens, il n'y avait pas aussi ça se renforçait mutuellement. C'est-à-dire les gens aimaient bien des chiffres et des lettres et ils avaient l'impression de retrouver un peu cette sensation en jouant au Scrabble. Et également, voir des chiffres et des lettres, ils se disent qu'en jouant au Scrabble, ils vont retrouver un peu cette sensation. Voilà, les deux se renforçaient mutuellement, je pense, dans le succès mutuel de l'émission et du jeu. C'est quand même assez différent du Scrabble, parce que les règles ne sont pas les mêmes et c'est quand même beaucoup plus un jeu de lettres. Et puis en plus, il y a toute la partie des chiffres, qui sont des calculs. Donc voilà, c'est une émission où il y a quand même eu pas mal de moments cultes. Je pense que tout le monde, là, pareil, on disait 95% des gens connaissent le Scrabble et 95%, je pense, connaissent au moins deux noms des chiffres et des lettres. En tout cas, il y a des personnages vraiment mythiques de cette émission également qui ont laissé une trace assez indélébile comme Bertrand Renard. Alors Bertrand Renard qui, pour la petite histoire, était un ancien vainqueur du jeu, qui avait gagné... Candidat vainqueur. Voilà, candidat vainqueur dans les années 70. Maître Capello. Ça, c'est même devenu des fois une expression qui lui était l'arbitre. Et puis comme présent animateur, il y a eu Patrice Laffont donc, pendant très longtemps, jusqu'en 2007, avec Ariel Boulin-Prat, qui elle a fait jusqu'en 2022. Qui était donc, il n'y a pas eu qu'eux qui ont animé l'émission, mais c'est vraiment deux figures phares de l'animation. Des moments mythiques, vous pourrez en retrouver plein si vous cherchez un petit peu en ligne. Moins connu peut-être, moi j'ai bien aimé un extrait assez récent que j'ai trouvé assez drôle avec un invité, qui s'appelle Jean-Pascal Zadi, qui est un acteur et chanteur, et qui est invité sous le pseudonyme Ernesto. C'est un personnage qu'il a inventé pour une série qui s'appelle Carrément Craignos, qui était également produite par France 3. Et donc il intervient dans cette émission un petit peu sous le rôle de ce personnage. Moi j'ai 7 lettres. Ah, avec quel mot? Hein? Avec quel mot? Le mot? Oui, le mot de 7 lettres. Ah oui. Le vôtre? Moi je dis Hagra. Hagra. Hagla? Hagla? Hagra. Oui, c'est un mot de rappeur.
Depuis la mafia Quinfri et depuis 113 dans les cités, c'est un mot qu'on entend très souvent. Ça veut dire quoi? Bah, vous connaissez pas? Bon, je vous croyais plus désolé. moderne quand même, Laurent. Mais c'est de l'arabe, Vous c'est connaissez, de l'air bagarre. Ah, mais c'est de l'arabe. Ben oui. Ça veut dire quoi exactement? Ouais, la hagra, voilà, c'est Kerry James qui disait ça, de ça. La hagra, c'est molester quelqu'un qui a rien fait. Bertrand, c'est ça, se battre. Sauf que c'est de l'arabe et que Oui. nous avons des dictionnaires français, Ariel. Et ce n'est pas encore entré. Non, c'est pas dans le dictionnaire. Oui, Non, pas effectivement. encore. Réclamation du côté de Ah Kivina, elle a raison. C'est pas dans le dictionnaire On est français, obligé donc de c'est refusé. refuser. On est d'accord, Ernesto. Hagra, c'est refusé parce que ce n'est pas dans le dictionnaire. Et oui. C'est dommage, hein, c'était une proposition en 7 lettres. Et donc j'ai gagné quoi? Vous avez gagné un dictionnaire, regardez. T'es sérieux là? Si. Mais alors, Julien, alors, tu connaissais le mot agra? Agra? Non. Non, tu connaissais pas? Mais alors, mais faut sortir un petit peu, Julien. C'est vrai, c'est vrai. On parle belge. Je vous propose aussi un tout petit recommandation, c'est une BD. Ça s'appelle Le Scrabble du dimanche de Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, c'est l'auteur du Chat, qui est belge, et c'est issu d'un coffret en 3 volumes dans le tome 20 du Chat, Le Chat fait des petits. En fait, c'est une série humoristique où il raconte son quotidien avec sa femme, qui est joueuse de Scrabble acharnée, et qui le force à jouer au Scrabble. Et je trouve que c'est assez drôle parce qu'on pourrait remplacer le Scrabble par n'importe quel jeu, et ça nous est tous arrivé en tant que joueurs. On a très envie de jouer à un jeu, mais il n'y a personne qui veut jouer avec nous, quoi. On force les gens de notre entourage à jouer. Eh ben, merci pour ce conseil. Bon, faudrait peut-être qu'on parle un peu de jeux de société, Julien. Ouais. Enfin, autre que de Scrabble. Et ben moi, je vous propose, au lieu de dire ça va où, c'est plutôt un où ça va pas. Ah, on commence par faire à l'envers. Où ava. Ava où. Bref, j'y arrive pas. Alors, où ça va pas? Où ça va pas? Et ben, moi, j'ai envie de vous parler du jeu Jarnac. Et Jarnac, pour moi, c'est exactement le jeu que j'imaginais ce que c'était le Scrabble avant d'y jouer. Ouais. Non, mais je réfléchis à ce que tu dis en même temps, mais oui. Moi, je devrais avant. En fait, quand on t'a présenté le Scrabble, t'imaginais Jarnac. Exactement. Mais finalement, t'as découvert le Scrabble. Et j'étais content ensuite, parce que c'était un jeu de placement, ça me fait penser à Terraforming Mars, c'était trop bien. Voilà, et ensuite, t'as joué à Jarnac et tu t'es dit, ah, mais je croyais que c'était ça le Scrabble, quoi. C'est ça. Jarnac, c'est un jeu d'Éric Lombard. Alors illustré sur les dernières éditions par Tony Rochon pour l'édition sortie chez Black Rock Édition. C'est un jeu qui date de 1977. C'est un jeu qui se joue uniquement à 2 et pour une durée de partie d'environ 45 minutes et c'est plutôt pour des familles de profs, quoi. De profs de lettres. Prof de lettres. Cette fois-ci, c'est plutôt, on disait ça va pas où, parce que là, tu disais c'est typiquement un jeu de lettres alors. Oui, c'est vraiment un jeu de combinaison de lettres. C'est un peu comme si chaque joueur avait 7 chevalets de Scrabble posés devant lui. Chaque joueur pioche des lettres et après, il a 2 possibilités en fait. Soit il forme un mot de 3 lettres sur un des chevalets où il n'y a rien. Soit il vient compléter un mot déjà positionné sur le chevalet. Alors, contrairement au Scrabble, là, il va pouvoir modifier l'ordre des lettres. D'accord. Tu vois, je prends mes lettres et je modifie l'ordre pour refaire un nouveau mot. Faut maîtriser les anagrammes, du coup. Exactement, c'est ça. Il faut être fort en anagramme. Et en parlant d'anagramme, savez-vous qu'avec les lettres du mot ludologue, on peut écrire loulou et goulu. Mais pourquoi faire? Pour gagner à Jarnac. Ah oui. À la fin de la partie, on compte le nombre de mots sur chaque chevalet. Et chaque mot vaut le carré du nombre de ses lettres. Donc par exemple, si j'ai fait un mot de 3 lettres, ça vaut 9 points. Si j'ai fait un mot de 6 lettres, ça vaut 36 points. Si j'ai fait un mot de 9 lettres, ça vaut 80 points. Ouais, donc il n'y a plus du tout l'idée de certaines lettres valent plus de points que d'autres. Là, c'est vraiment plus la longueur du mot qui va compter, quoi. C'est ça. Celui qui a le mot le plus long gagne. Donc on joue chacun son tour et on peut pouvoir jouer autant de mots qu'on veut à son tour de là. En fait, en gros, je pioche des lettres et si j'arrive à les poser sur un de mes chevalets, je continue à jouer, je continue à piocher et je joue. Et à un moment donné, on n'arrive plus à placer les lettres qu'on pioche, et donc on dit « je passe ». Et c'est là que se trouve tout le sel du jeu. Ah, c'est à ce moment-là que j'ai entendu des gens qui crient « Jarnac !» C'est ça. Et bien c'est ça, l'adversaire peut crier « Jarnac », alors à une seule condition, c'est si avec les lettres qui restent, lui, il a trouvé un mot. Mais tu dois grave sursauter dans une... T'es dans une ambiance studieuse et d'un seul coup, t'as un type qui crie « Jarnac !» C'est pour faire de la place dans les EHPAD, ils s'en servent. Ah ouais. Donc pour avoir le droit de le faire, il faut retrouver un mot pouvant accueillir une des lettres du reliquat des autres joueurs. Et on utilise les lettres de l'autre joueur. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est que même quand l'autre joue, on est obligé d'être attentif à ses lettres, à lui et aux lettres qu'il pioche. Ouais, on touche ton tralala à l'autre. Ah ok, très bien. On partage les lettres, c'est ce que tu dis. Et donc si jamais on arrive à faire Jarnac, c'est-à-dire que tu trouves un mot avec les lettres de l'autre, et ben tu lui piques tout son chevalet. Ah, tu l'arnaques. Tu l'arnaques un petit peu. Et en fait, en différentiel, c'est assez énorme parce que par exemple, si tu lui piques un mot de 5 lettres, ça fait 25 points en plus pour toi et 25 points en moins pour l'autre. Ok. Par contre, c'est comme à la coinche. Hein. Le Jarnac, ça doit fuser immédiatement. T'as pas un quart d'heure pour réfléchir au mot qu'il aurait pu trouver. Oui, c'est pour ça que ça se crie
très rapidement. C'est un des jeux préférés de Frédéric Henry, qui est l'auteur de Timeline, des Bâtisseurs, de Conan. C'est le fondateur de la maison Monolith. Enfin, c'est un joueur reconnu dans le monde du jeu. Et éditeur, ouais, du coup. Et il a fait une expli partie sur Trick Track à l'époque pour expliquer les règles. Jarnac est un jeu terriblement éprouvant pour les nerfs, car si vous dites « Je passe », l'adversaire peut vous faire « Jarnac ». Il forme un nouveau mot et s'empare de vos lettres. Insupportable. Jarnac, un jeu avec un coup qui fait très mal. Et voilà. Donc là, c'était pas Frédéric Henry. Hein, je vous rassure, la version de Trick Track est un petit peu plus... Elle est vieille, mais pas à ce point-là. Et donc, le nom du jeu, ça vient de l'expression « coup de Jarnac », qui désigne un coup violent, habile et imprévu. Ça fait référence à un duel à l'épée qui date de 1547 entre Guy Chabot de Saint-Gelais, baron de Jarnac, et François de Vivonne. Et ils avaient un différend à régler sous les yeux du roi Henri II, excusez du peu. François de Vivonne, il est quasiment sûr de gagner parce qu'il est plus fort à l'escrime que l'autre, mais à un moment donné, il avance un peu trop la jambe et Guy Chabot, il lui porte un coup au jarret, un coup que personne n'avait encore jamais vu, et qui lui procure une victoire immédiate. D'où le coup de Jarnac. Il a sorti sa botte secrète. Quoi. Ils avaient vraiment une vie différente de la nôtre à l'époque. C'est ça. Je comprends qu'ils n'avaient pas le temps de jouer aux jeux de société. Et enfin, pour la petite histoire, Jarnac, c'est aussi une ville en Charente. Ah, voilà, ça oui. Ça vient ouais. Oui, ça je connaissais. Et c'est la ville de naissance de François Mitterrand. Et c'est là où est-ce qu'il est aussi enterré. Ça suffit. Et je ne donnerai aucune explication. Ça suffit. Bon, on va peut-être maintenant passer à des jeux qui, pour le coup, nous semblent découler de certaines mécaniques du Scrabble ou reproduire certaines sensations qu'on peut retrouver au Scrabble. Comme on l'a un petit peu dit en intro, les jeux de placement de tuiles pourraient a priori se raccrocher au Scrabble. Sauf que, en fait, dans une grande majorité des jeux de placement de tuiles qu'on a trouvés, chacun a son propre plateau. Par exemple, dans Azul, pour ceux qui connaissent, on construit un espace partagé... Voilà, chacun a le sien et on n'interagit pas sur le même. Après, il y a Carcassonne où on va effectivement partager un espace commun pour poser ses tuiles, mais dans Carcassonne, on ne pose pas les tuiles sur un plateau. Donc là encore, c'est un petit peu différent. Et puis, de plus, ces jeux-là, souvent, n'ont pas de bonus de placement. C'est plutôt comment les tuiles sont placées entre elles, mais il n'y a pas forcément des bonus inscrits sur les cases. Sauf éventuellement Ark Nova, dont on a déjà parlé, qui comporte un petit aspect pose de tuiles et activation de bonus de placement. Mais là encore, c'est chacun son zoo, chacun son plateau. En revanche, dans le jeu que l'on va présenter, nous retrouvons à la fois le placement des tuiles, qui est certes pas la mécanique principale, mais quand même, sur un même plateau partagé par tous les joueurs, avec des bonus de placement assez importants. Il s'agit de Terraforming Mars. Alors voilà le plan. Tu te casses sur Mars. Terraforming Mars, pour présenter un petit peu le jeu, déjà c'est un jeu de Jacob Frixelius, illustré par Isaac Frixelius, et édité par Frix Game. Tiens. On en parlera juste après. Et pour la localisation en français, c'est un éditeur belge, Intrafin, qui s'en est occupé. C'est un jeu qui est sorti en 2017, qui a eu l'As d'Or 2018, qui se joue de 1 à 5 joueurs. C'est quand même du gros jeu, hein. C'est 1h30 à 2h grand minimum. À 5, comptez presque 3 heures, je pense. Clairement une catégorie expert, mais expert moins, parce que finalement, le succès de ce jeu, je pense, il tient au fait qu'il a des règles qui sont finalement pas si compliquées à comprendre quand on les explique. Les actions ont du sens. Voilà, les actions ont du sens. Il y a une espèce de logique qui fait qu'il peut être accessible pour des joueurs qui d'habitude jouent pas du tout à des jeux experts. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a un gros paquet de cartes et quand on les connaît, c'est un peu mieux. C'est pour ça que je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors pareil, pour la petite histoire, là on a rigolé sur le nom de l'auteur, illustrateur de la maison d'édition. C'est parce que Terraforming Mars, c'est un projet familial. C'est une famille qui s'appelle la famille Frixelius. Une famille assez nombreuse quand même, parce qu'ils étaient 16 ou 17 enfants, sans télé. Voilà, il y a une vidéo de Simon Dupastan qui raconte un petit peu cette histoire-là au travers de sa vidéo sur Terraforming Mars. Très bien faite. Ouais, tout à fait. Donc on aurait pu faire du jeu de cette famille à Terraforming Mars. Tout à fait, c'est vraiment un jeu de famille. Donc dans la famille Frixelius, effectivement, je veux beaucoup de gens qui ont participé à ce projet. Le principal étant donc Jacob. C'était une famille qui jouait énormément entre eux et dont le père déjà créait des jeux de société et qui se sont lancés à éditer certains jeux qui ont eu des succès plus ou moins modestes, mais avec cet ovni-là, Terraforming Mars, qui lui a tout cassé en termes de vente, de succès planétaire. Donc comment ça se joue Terraforming Mars ? Comme son nom l'indique, il va falloir terraformer Mars.
Et pour cela, vous allez devoir développer une économie. Chacun joue une corporation qui arrive sur Mars avec plusieurs ressources. C'est vachement bien fichu. On va monter sur des pistes qui vont correspondre à des niveaux de revenus pour chacune des ressources. Ça va nous permettre d'avancer dans des actions qui vont aboutir à terraformer Mars. Donc terraformer Mars, c'est-à-dire mettre de l'oxygène, apporter une atmosphère respirable, faire augmenter la température et mettre des océans. Ça se joue avec des cartes. Au départ, c'était même un jeu de cartes où il n'y avait pas forcément de plateau au tout début. On va à chaque tour jouer des cartes qui ont des effets, les effets pouvant être de poser des tuiles sur le plateau. Il y a une originalité dans Terraforming Mars, c'est que effectivement il y a des objectifs de fin de partie comme dans beaucoup de jeux. Oui. Donc il y en a du type le premier qui par exemple a posé tant de tuiles de tel type à gagner, parce que donc il y a des tuiles citées, des forêts, des océans et des tuiles spéciales. Mais il y a des objectifs qui peuvent être des objectifs de fin de partie qu'on va choisir d'activer sans être sûr de les gagner. Il y a un petit intérêt sur ces objectifs-là qu'on va pouvoir activer en faisant un pari sur on sera premier à la fin du jeu sur ce critère-là. Puis globalement, les objectifs, c'est le plus important parce que c'est à peu près les seuls qui sont en différentiel. En fait, tous les autres, on arrive à scorer globalement à peu près chacun son tour. Par contre, là, il y a une rareté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 5 objectifs, mais on va en compter que 3. Ouais. Et si tu arrives à être dessus, les autres, tu n'y arrives pas. Ça peut faire une sacrée différence à la fin. En général, ça se joue là-dessus, généralement. Ça peut se jouer là-dessus. Après, ça dépend aussi des variantes, parce qu'il y a beaucoup d'extensions dans Terraforming Mars. On peut mettre toutes les cartes ou pas au début. Et il y a des variantes où on peut marquer des points aussi à travers les cartes qui permettent de compenser un peu ça. Mais dans la version de base, effectivement, quand vous apprenez le jeu, ce qui compte, c'est surtout de terraformer Mars en faisant augmenter les 3 paramètres. Et donc, quand on va placer les tuiles, en fait, dans ce jeu-là, il y a des bonus en fonction de où vous placez les tuiles. Donc on retrouve ce côté comme Scrabble où des fois vous allez placer les tuiles d'une manière à pas trop ouvrir de possibilités à l'autre. Alors déjà, il y a des bonus immédiats. Certaines cases, un peu comme les cases contre triple ou autres, vont vous faire des ressources immédiates. Et puis, il y a des tuiles qui vont valoir des points en fonction de l'endroit où vous les placez par rapport aux autres. Par exemple, les forêts font des points en elles-mêmes. Les villes font des points si elles sont à côté des forêts. Et du coup, vous pouvez aller un peu comme vampiriser les forêts des autres en plaçant votre cité près de ces forêts. Et à l'inverse, quand vous allez mettre vos forêts, vous allez faire attention que l'autre puisse pas faire de ville pour profiter de vos forêts, etc. Donc des fois, on va pas forcément, comme dans le Scrabble, jouer le meilleur coup ou l'endroit qui nous serait le plus optimal en soi, mais aller chercher un endroit qui est pas trop mal et qui ouvre pas trop de possibilités aux autres. Donc toute l'interaction du jeu se fait sur ce plateau, un petit peu comme dans le Scrabble également. Je sais pas si toi c'est un jeu que tu apprécies également ou si tu as des choses à rajouter sur Terraforming. C'est un jeu moi, que j'aime beaucoup. Alors il y a une longueur mais j'aime bien parce qu'on construit quand même quelque chose. Il y a une espèce de moteur où il faut collecter des ressources, il faut collecter de l'énergie et ce côté moteur building me plaît beaucoup. Ouais, effectivement il y a une courbe un petit peu où au début c'est assez lent. Les tours on fait pas grand chose et puis à la fin on a plein de choses à faire parce qu'on a une économie vraiment développée. Donc du fait du succès du jeu, il y a eu plein d'extensions qui ont été proposées pour Terraforming Mars. Bon, des fois, ça peut alourdir un petit peu le jeu. Si vous êtes vraiment fan, ça vient l'enrichir. Il y a quand même 2 choses qui me semblent assez indispensables à avoir. C'est l'extension Prélude, qui est une extension qui accélère le début de partie. Je trouve que c'est un très bon compromis pour réduire la durée des parties et casser cette sensation qu'au début, ça peut être un peu longuet, surtout si on joue à 4 ou 5, sans forcément perdre la notion de construire un moteur économique, etc. Même si les puristes préféreront commencer sans l'extension de 0. Et puis, l'accessoire indispensable pour le coup, c'est les plateaux double couche. De base, on va placer des petits cubes sur une feuille qui représente nos niveaux de production et en fait, il suffit qu'à un moment, vous fassiez bouger cette feuille, tous les cubes se décalent, vous savez plus où vous en êtes. Alors que le plateau double couche, c'est des plateaux plus épais qui ont des petits creux dans lesquels vous allez mettre les marqueurs. Même si vous mettez un petit coup de coude ou quoi dans votre plateau, tout reste en place. Est-ce qu'ils sont waterproof? Alors, je ne crois pas qu'ils soient waterproof, mais ils sont coude-proof, quoi. On peut mettre des coudes. C'est qu'on peut pas renverser la bière dessus. Je crois que tu connais des gens qui ont fait ça. Alors, je pense que si on renverse la bière dessus, par contre, les cubes doivent encore mieux tenir. Ils flottent. Et après, une fois que tu as séché, je pense qu'ils collent. Donc, ça doit être pas mal de ce point de vue-là. Un autre jeu également qu'on avait envie de parler ici, c'est un jeu, alors c'est une fois n'est pas coutume, mais en tout cas, c'est un jeu moi que j'ai pas pu tester. Mais comme je vous disais, quand on a recherché les jeux qui vraiment reprennent ce principe de placer des tuiles sur un plateau commun, il y en a vraiment pas tant que ça. Surtout quand on cherche la contrainte d'avoir des bonus de placement en plus.
Un jeu que j'ai trouvé qui s'appelle Babylonia. Babylonia, c'est un jeu de Rainer Knizia, qui est un auteur qui est allemand, qui est assez expérimenté, voire qui a fait des jeux plutôt abstraits, très tactiques. Et les mathématiciens à la base. Voilà. Dans les connus, il y a Tigre Euphrate. Les Cités perdues, Shoten Totten. Ouais, exactement, très connu. Et moi, il y a un jeu que j'aimais bien, mais je savais pas que c'était lui, c'était Engarde, un jeu de 2007 qui est un petit jeu de cartes en affrontement. Voilà, bon, bref. En fait, il y a plein de jeux cool et on se dit, ah oui, c'est Rainer. Voilà, c'est ça. C'est Dr Rainer Knizia, pour être exact. C'est illustré par David Prieto pour Babylonia et Jonas Hasibi. Et c'est édité chez Ludonova, qui est uniquement pour l'instant dans des versions anglaises et espagnoles. C'est un jeu qui date de 2019 pour 2 à 4 joueurs qui se joue en 30 à 60 minutes. C'est un jeu donc plutôt abstrait, mais je trouve les illustrations et la direction artistique très jolies sur le thème de Babylone, voilà, de cette période-là. Babylone version Bob Marley ou non ? Non, pas Babylone version Bob Marley, la sur version la avant l'Antiquité, vraiment les premiers temps de l'humanité. Okay. On joue donc sur un plateau qui représente la Mésopotamie avec des cases hexagonales, quand même, faut pas déconner. Ça, je suis rassuré. Des cubes ? Des petits cubes à pousser ? Il n'y a pas de cubes. Alors non, il n'y a pas de cubes. En fait, chaque joueur a un porte-tuiles, un peu comme les porte-lettres du Scrabble, et on va avoir 5 tuiles. Il y a des tuiles fermiers et des tuiles nobles, avec plusieurs types de tuiles nobles. Et en fait, le plateau comporte des cases spéciales. Alors, il y a des cases qui sont un peu des bonus de placement, c'est-à-dire les champs où quand on met un fermier dedans, on gagne des points. Et puis, il y a des villes et des ziggourats. Les ziggourats, c'est les pyramides de cette époque-là. Ouais. C'est intéressant. Des pyramides de cette époque-là. Ah oui, des ziggourats, c'est des pyramides. Eh ben, c'est pas exactement, parce que c'est un peu plus en terrasse, les ziggourats. Ah ouais, c'est pas triangle. Quand il fait froid, quoi. Voilà. C'est pas pyramidal, mais ça ressemble un peu à des pyramides vues de loin. Le but, ça va être vraiment de placer, pareil, ces tuiles de manière à scorer. Donc, il y a tout un système où quand on entoure les villes, on va marquer des points au moment où elles sont finies d'être entourées. Pareil pour les ziggourats. Et du coup, on va retrouver un peu ce côté où on va placer ces tuiles vraiment de manière à activer au mieux les bonus, déplacements, et également en embêtant l'adversaire, pas lui ouvrir trop de possibilités. Des fois, on va jouer plus pour empêcher l'autre de se placer à tel ou tel endroit. Voilà, c'est un jeu également avec une fin brute, là où maintenant on a souvent des objectifs de fin de partie, etc., comme on le disait pour Terraforming Mars par exemple. Là, il n'y a pas de fin de partie avec des scores qui sont rajoutés. Ça se finit quand il n'y a plus de tuiles, comme au Scrabble, et il y a celui qui a le plus de points à ce moment-là qui a gagné, point barre. Donc c'est assez sobre, mais quand même très joli de mon point de vue, et un jeu qui m'a pas mal donné envie de l'essayer. En plus, bon, il y a une version anglaise, mais finalement, comme il n'y a aucun texte, on peut tout à fait, à mon avis, y jouer sans parler anglais. On va maintenant creuser un petit peu l'instant psychologique. Qu'est-ce que ça fait vivre chez nous, ces jeux de placement de tuiles et d'activer des bonus en profitant des tuiles des autres ? C'est quoi tout ce truc-là ? Ben vous, ici, le divan, la psychanalyse, quoi. J'ai toujours trouvé ça complètement con. Je trouve ça débile. L'instant P, l'instant psychologique. Exactement, aujourd'hui on va s'intéresser à pourquoi les jeux de placement sur un espace commun suscitent autant de tension et agacement. Alors ça explique aussi peut-être que beaucoup de jeux ont choisi la politique du vivons séparés, vivons heureux, où on a chacun son plateau pour pas trop s'embêter ou moins s'embêter. Ça aurait été un débat, ça, chambre à part ou chambre commune. Il y a un débat qui... Dans ce type de jeu où on va partager le même espace, il ne s'agit pas réellement d'une problématique là, de territoire que je vais aborder, parce qu'il y a des jeux qui sont plus orientés sur la conquête, où on va aussi partager le même espace. Là, c'est plutôt l'angle de on va profiter des choses que l'autre a déjà placées. Donc, comme au Scrabble, comme dans Terraforming Mars, où en fait on a déjà placé des choses et on vient un peu vampiriser, se placer pour profiter de ce que l'autre a déjà construit. Ça va susciter quand même des réactions chez les joueurs qui vont être de nature un peu toujours similaire. Ça peut générer une crainte de l'abus, même si on n'a pas besoin de quelque chose. Le fait que les autres en profitent sans avoir contribué à y participer, ça peut être perçu comme une forme un peu d'injustice ou d'exploitation. Donc on a assez rapidement un sentiment quand même d'inégalité. Et ça, c'est quand même très profondément ancré dans l'esprit social de l'être humain, parce que normalement, donc les êtres humains sont des êtres sociaux par nature, et il y a des principes de réciprocité dans les espèces sociales qui font que normalement, ça se fait pas, quoi. J'ai construit un truc, je passe 5 heures à construire une chaise, tu viens pas juste t'asseoir dessus après sans dire merci et en disant juste au revoir. À tel point que notre cerveau et notre esprit a développé une sensibilité toute particulière aux profiteurs. En fait, on a une aversion assez naturelle, et très jeune, les enfants ont ça, envers ceux qu'on identifie, on va catégoriser un petit peu les gens autour de nous, et ceux qu'on va identifier comme des profiteurs ou des parasites, donc qui profitent de manière disproportionnée des efforts ou des ressources du groupe. Je bois ton milkshake.
Je le siphonne complètement. Je t'avais dit que je te boufferais. Nous sommes parents. Je t'avais dit que je te dévorerais. C'est ça qui fait que dans ces jeux-là, on va être un peu toujours sur la réserve à se dire on n'a pas envie que l'autre il profite de notre truc, surtout que lui il va pas être réciproque, il participe pas trop à mon effort volontairement. Du coup, on fait parfois le coup moins bon que le coup optimal, surtout dans l'idée que les autres profitent pas de ce que j'ai. Okay. D'ailleurs, on peut faire un petit test, Julien, pour illustrer ça. Et vous pouvez faire le test avec nous pour celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes un explorateur, une exploratrice qui arrive sur une île ou une terre vierge. Tu es le premier, ou vous êtes le premier, et vous allez avoir du temps avant que le reste des explorateurs arrivent pour coloniser cette terre avec toi ou avec vous. Pour créer votre abri, en fait, le temps que les autres arrivent, vous avez le temps de vous créer un abri. Vous avez deux options. Soit vous allez passer du temps à chercher un endroit où les autres pourront pas venir, vraiment un endroit où vous savez que les autres pourront pas forcément trouver cet abri. Perdant du coup le temps et la facilité de faire un logement spacieux, confortable dans l'endroit le plus accessible et le plus idéal. Ou option 2, tu vas choisir plutôt l'endroit le plus simple, de manière à pouvoir te faire vraiment un superbe logement, tout en sachant que les autres explorateurs, quand ils vont arriver, immanquablement, ils vont squatter ton logement en arrivant. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Plutôt l'option 2, ça semble, pour survivre, ça semble la meilleure option, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? N'hésitez pas à nous le dire, soit par mail, soit pour les commentaires. Le plus simple, c'est d'aller sur YouTube, même si pour l'écoute, c'est pas forcément idéal comme plateforme. Si vous voulez partager les commentaires, c'est peut-être là que c'est le plus simple. Ou le forum de Trick Track aussi, des fois. Exactement, on est aussi sur le forum de Trick Track. Ton choix de l'option 2, il dépend en fait pas mal... Oui, combien il y en a qui arrivent. Alors, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a influencé, toi ? Je vais jamais arriver à faire la cabane tout seul, donc ils vont pouvoir m'aider à l'agrandir et à la rendre plus spacieuse. Ok. Donc effectivement, le choix en fait va dépendre de qui sont les autres qui arrivent pour toi. Et à 10 000, je vais peut-être chercher le petit coin tranquille. Ouais, alors ça dépend de ça, effectivement, du nombre. Et puis même au-delà de ça, même s'ils sont que 5, ça dépend de l'estimation que tu fais de la réciprocité éventuelle du don. C'est-à-dire, si tu imagines que c'est des personnes qui vont arriver, qui vont squatter ton logement et qui ensuite vont partir à l'exploration en concurrence avec toi, clairement, tu auras peut-être plus d'hésitation à prendre l'option 2. C'est vrai. Or, quand on est dans un jeu de société, dans un jeu compétitif, la réciprocité du don, elle est quand même souvent peu probable, même si parfois tu joues quand même avec des gens que tu aimes bien. Ça a été théorisé un petit peu, cet aspect-là, dans une branche de la psychologie qui s'appelle la psychologie évolutionniste et qui a étudié justement la détection des tricheurs dans les groupes sociaux au travers de l'évolution de la psychologie de l'être humain. Selon le principe de cette théorie, les humains ont développé une sensibilité particulière au comportement de tricherie, de parasitisme, car ces comportements, tout bonnement, ils menacent la survie des groupes. Ah oui, quand il y a trop de parasites... Tout à fait. La personne qui intervient comme ça, elle va épuiser les ressources sans contribuer à la survie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va être sélectionné par la sélection naturelle. Donc, il y a eu des études plus récentes, en 92, de Cosmide et Toby, qui ont montré que notre cerveau est particulièrement habile à détecter ceux qui enfreignent les règles ou profitent de la coopération sans contribuer. On est un peu comme un radar, quoi, à tricheur. On appelle ça la sensibilité aux profiteurs. Donc, c'est une capacité à repérer très vite et dès le plus jeune âge les tricheurs et qui pourrait expliquer pourquoi on est réactif dans ces jeux-là quand finalement l'autre il vient profiter, il se met à côté. On avait fait plein de forêts à Terraforming Mars et puis il vient mettre sa cité exprès en sachant que si on veut en faire d'autres, on va devoir lui faire profiter de nos forêts. On se dit, nous on dépense toute cette énergie pour faire des forêts. Et lui, ou à l'inverse, j'avais fait une ville en me disant je vais pouvoir mettre plein de forêts autour et l'autre il vient me faire des gros trucs sans forêt, des bâtiments tout pourris, des explosions nucléaires. Voilà, qui vont t'empêcher de placer tes forêts. Ça rejoint aussi une autre théorie qui s'appelle la théorie de l'échange social, qui est proposée par George Homans. C'est une théorie qui postule que les relations humaines sont basées sur des calculs coût-bénéfice. C'est ce que tu as fait quand tu as choisi l'option 2. Une personne est perçue comme profiteur ou un groupe de personnes comme profiteur si il ou elle bénéficie disproportionnellement de la relation sans offrir suffisamment en retour. Et ça, on a beau s'en défendre, finalement, même, ça a été étudié aussi que l'altruisme, finalement, il est quand même influencé, éventuellement à l'échelle sociale. C'est-à-dire que même si on dit, ouais, mais cette personne, j'avais aucun intérêt à l'aider, etc. Alors déjà, on peut en tirer des fois des bénéfices narcissiques, mais au-delà de ça, c'est aussi dans l'idée qu'on vit dans une société, les comportements altruistes sont d'autant plus développés qu'on est dans des sociétés où on a une confiance dans la réciprocité de l'aide. Cette théorie, elle reprend aussi que ce que cherchent les individus, c'est plutôt des interactions, des relations équilibrées, et quand il y a un déséquilibre qui se produit, et souvent, l'individu va être rejeté du groupe ou mis à l'écart.
23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute surtout pas. Tu n'es pas une madeleine. Moi aujourd'hui j'avais un souvenir à vous partager en lien avec le thème, c'est en parlant de Terraforming Mars, c'est toute une histoire pour que ce jeu arrive dans ma ludothèque. Ah oui. Terraforming, c'est un jeu que j'ai eu après la vague de mode. Je sais pas pourquoi, je suis passé à côté au moment où il est sorti. C'est peut-être le côté pas très beau du jeu. Oh, la couverture est pas mal, après à l'intérieur c'est moche. Mais... Bah ouais, mais quand j'avais vu le plateau comme ça, je me suis dit, bon, voilà. En fait, là, c'était une époque en 2017 où j'aimais beaucoup les jeux à forte thématique. Oui. Et du coup, il avait un côté très mécanique, très froid, où je me suis dit, ça donne envie parce que c'est la thématique Mars et tout. Puis en fait, c'est vraiment un gros jeu de gestion. Et puis, j'ai pris plaisir avec ces jeux-là, plus après le Covid, donc à partir de 2021-2022. Et je me suis remis à acheter des jeux, notamment des jeux de gestion. Et puis Terraforming Mars, je l'ai découvert en voyant un ami qui me l'avait prêté. On a essayé d'y jouer. Et puis ma compagne me dit, oh non, ça je pense que... On avait juste fait l'explication des règles. Elle m'a dit, oh non, ça c'est trop long, on pourra jamais y jouer, tout ça. Et puis je me dis, quand même. Il a l'as d'or, quoi. Ouais, et puis il est vraiment pas mal. Ouais, je suis pas trop à acheter forcément les as d'or, mais du coup, je me suis dit, quand même, il y a un truc et tout. Après une première début de partie, je m'étais dit, il y a peut-être du potentiel, effectivement, sur ce jeu-là. Du coup, je l'ai cherché d'occasion. Moi, je cherchais une version avec un insert, c'est-à-dire un dispositif de rangement, parce que l'ami qui me l'avait prêté pour essayer, en fait, c'était tout en vrac dans la boîte. De base, la boîte, c'est tout en vrac, donc la mise en place prenait une plombe. Donc j'allais chercher une version avec insert, tout ça, puis j'avais trouvé un truc qui correspondait avec même les extensions avec. Souvent les bonnes occasions, c'est quand c'est un gros pack, où il y avait même 2 ou 3 extensions avec et tout, parce que je voulais absolument qu'il y ait prélude, bref. Je me lance. Un truc précis, quoi. Voilà, un truc précis. Je me lance, j'achète ce jeu, et puis ça m'est jamais arrivé, j'ai pas mal acheté de jeux d'occasion. Ma copine, je l'avais pas dit que je l'avais acheté. Bon, on verra quand ça arrive. Ah, toi aussi tu fais la technique. Ah tiens. Un colis. Parce que je l'avais déjà ce jeu. Bah non, moi des fois on trouve des jeux dans la ludothèque et aussi ça fait longtemps que je l'ai. Ah ouais, non, c'est pas mal. Ah oui, toi c'est ça la technique. Je les mets dans la ludothèque et puis on finit par les retrouver. Ah ouais, moi c'est la technique du colis comme ça, spontané, qui arrive mince, voilà, d'où il sort. C'est la première fois que ça m'est arrivé, le colis s'est perdu. Ah. Et il est parti sur Mars. Et non, je sais pas où il est passé, mais le colis s'est perdu. Et puis, au bout d'un moment, voilà, donc je vous passe les procédures, tout ça. Je m'étais dit, c'est mort, le colis n'arrivera jamais. 2 mois est passé, puis là, je raconte du coup l'histoire à ma compagne. Je dis, de toute façon, tu vois, ce jeu, il est vraiment pas fait pour qu'on y joue. 2-3 mois plus tard, finalement, le jeu a été retrouvé dans un dépôt. Je sais pas s'ils ont fait des parties en attendant. C'est ça. Dans le dépôt du transporteur. Et finalement, m'arrive, alors dans un état quand même, le carton, soit il l'avait ouvert avec les dents, soit il l'avait laissé au milieu des rats. Bref, le truc était quand même un peu il avait été bien brassé, tout était mélangé dedans, tout ça, mais il y avait quand même, j'ai pu retrouver tout. Et ce jeu, c'est marrant parce que c'est devenu le jeu préféré de ma compagne. Ah oui. Donc finalement, je me dis que voilà, cette petite histoire, je l'aurais jamais racheté sinon. Après cette péripétie, je me suis dit laisse tomber, c'est bon, en plus elle veut pas y jouer, etc. Et finalement, voilà, ce jeu est arrivé par ces aléas de la vie et est devenu le jeu favori de ma compagne, qui l'aime maintenant même plus que moi. D'accord. Elle préfère Matt Damon. Voilà, c'est ça. En parlant des péripéties de l'achat des jeux d'occasion, allons maintenant sur la bonne occasion. Il est l'heure de se réveiller. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Alors, si ça vous ennuie pas, je vous en demanderai $20. Et moi, je t'offre la vie. Ça te va? Vous faites une affaire. Alors aujourd'hui, c'est Julien qui va nous parler des jeux d'occasion. Et oui, c'est moi. Julien, il est quand même généreux, ou alors il rattrape son retard. Mais je crois que t'as pas 1, mais 2 jeux à nous présenter. Oh là là, c'est incroyable, ça tu ferais bien un bon camelot en fait. Le premier, en fait, j'ai choisi 2 jeux, c'était difficile d'en choisir un plus que l'autre. Ils ont des mécaniques qui sont assez proches, mais des thèmes totalement différents. Le premier jeu s'appelle Armadora. C'est un jeu de Christward Conrad et illustré par Tony Rochon. C'est édité par BlackRock Games. C'est sorti en 2013. C'est une réédition d'un jeu plus ancien et ça se joue de 2 à 4 joueurs pour une durée de partie de 30 minutes environ. Catégorie, on va dire, initiée, c'est familial plus. Ok. Voilà, c'est pas expert, hein.
C'est expert moins quoi. Ouais, mais je le connais pas moi celui-là donc. Donc on est dans un thème plutôt médiéval fantastique. Chaque joueur va incarner soit des gobelins, soit des elfes ou des magiciens. Et on va tous disposer d'une armée de soldats dont la valeur va de 1 à 5. Ok. Jusque là ça va. Ouais. Et il y a un tout petit plateau. Alors la boîte elle fait 15 cm par 15 cm. C'est un tout petit format de boîte. Il y a un tout petit plateau dedans. Et sur ce plateau il y a des cases. Et sur certaines cases il y a des tas d'or, plus ou moins gros. En 2 mots, des tas d'or. Des tas d'or, oui. Ouais, c'est pas une créature. Non, c'est pas une créature maléfique. Des tas avec de l'or. Et on va se battre pour contrôler les zones où se trouvent les tas d'or. Ok. Sauf que les zones ne sont pas encore définies. Ok. C'est ça qui est drôle. Et donc à chaque tour de jeu, j'ai 2 actions possibles. Soit je vais poser un petit soldat sur une case libre, je le pose face cachée. Soit je vais poser une barrière pour délimiter une zone. Donc sachant qu'une zone ne peut pas faire moins de 4 cases. Donc dès qu'il y a une zone qui fait 4 cases, ou 6 cases, ou 7 cases, on ne peut plus la couper en 2 et ça fait une zone. Ok. Et donc j'ai tout intérêt à faire des zones où il y a le plus de mes soldats m'appartenant. Donc ça rejoint exactement le truc psychologique que tu décrivais tout à l'heure, à savoir que si je mets une barrière, je vais commencer à former une zone, et les autres vont venir mettre leurs soldats, et ça va m'agacer. Soit je commence à mettre des soldats, et les autres vont venir faire des zones dans lesquelles il n'y aura pas mes soldats. Ostracisant par la même occasion. Exactement. Donc à chaque tour, il faut choisir entre soit dévoiler un peu sa stratégie en positionnant ses soldats, ou alors poser une barrière pour péter la stratégie de l'autre. Donc c'est un jeu à forte interaction du coup. Oui, c'est que ça, ouais. Et en posant des barrières, on peut ouvrir des possibilités à l'autre grâce à la règle des 4 cases minimum. On arrive. Et on retrouve cette idée dont on place sur un plateau commun, tous ensemble, un plateau qui est déjà existant, pas comme Carcassonne où on part du vide là. C'est ça. Ouais. Là, il y a un plateau, il y a juste les tas d'or. Moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est le côté fourbe qu'il peut y avoir. Je vais te péter ta stratégie en te mettant des barrières et tu vas avoir une zone super où tu vas être majoritaire, mais il n'y aura pas d'or dedans. Mais d'ailleurs, je connais des joueurs des fois qui prennent plus de plaisir dans certaines parties, dans certains groupes, à faire perdre quelqu'un de précis qui a gagné eux-mêmes. Donc ce jeu, il s'y prête bien alors. Tu peux. Tu peux. Alors c'est assez rapide, mais tu peux viser. Oui, on va dire que c'est pour ça d'ailleurs que les jeux longs, souvent, tu peux pas trop viser parce que sinon, tu passes 3 heures à te faire dépouiller. Tu finis avant-dernier, puis l'autre finit dernier. C'est drôle sur un jeu qui dure 20 minutes, mais pas trop sur 3 heures. Quoi. Le jeu suivant s'y prête beaucoup plus, on va en parler juste après. Et il y a aussi un autre aspect moi, que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut bluffer, puisqu'on pose les petits soldats face cachée. Donc on peut se dire, tiens, Stador, t'investis beaucoup. Tu donnes l'impression d'investir beaucoup, mais en fait, t'as mis que des 1. Et inversement, t'en as mis qu'une, mais t'as mis ton 5. Ah oui, donc du coup, tu peux bluffer un petit peu aussi. Ouais, donc il y a vraiment les deux, la fourberie et le bluff. Voilà, c'est rapide à jouer, moi je trouve qu'il se passe toujours quelque chose. Et la boîte est assez petite et facile à emmener. Armadora, un jeu de Christophe Conrad, illustré par Tony Rochon, sorti en 2013. Armadora. Ça, on le trouve à quel prix ? Celui-là, il se trouve à une dizaine d'euros environ. Il est en rupture, il est plus édité, donc vous pouvez pas le trouver neuf de toute façon. Je pense que neuf, il était autour de 17 euros, à peu près 18 euros, donc on est sur notre critère là, 40% du neuf. Et on en trouve pas mal d'offres à une dizaine d'euros sur les sites d'occasion. Et le deuxième jeu, donc avec une mécanique assez proche, mais un thème qui n'a rien à voir, c'est Deluxe Camping. Alors le but cette fois-ci, c'est d'avoir l'emplacement le plus grand pour sa caravane ou pour son mobil-home. Donc comme Armadora, il y a un plateau avec des cases communes, et comme au Scrabble, il y a des cases avec des bonus de placement, comme les cases glacier ou la case piscine. En fait, en fin de partie, s'il y a un glacier dans ton terrain, tu as 5 points supplémentaires, en plus de la taille de ton terrain. S'il y a la piscine, ça double tes points. Si ton emplacement fait 5 cases, il fera 10 points. Et il y a aussi des malus. Il y a un casse-pied qui se déplace un petit peu de partout et qui, lui, fait moins 10 points. Donc souvent, le casse-pied, il rôde autour de la piscine. En général, quand tu as la piscine, tu as le casse-pied avec. Ok. Et donc, chaque joueur dispose de 2 caravanes et d'un mobil-home. Le mobil-home est fixe, mais les caravanes se déplacent. Et à mon tour de jeu, je vais déplacer mes caravanes d'une case ou deux sur le terrain. Puis, à la fin de mon tour, je vais poser une barrière, là où je veux. La seule règle, en fait, c'est qu'on ne peut pas clôturer un terrain sans caravane ou sans mobil-home. Donc la partie s'arrête lorsque toutes les caravanes et tous les mobil-homes sont dans des emplacements seuls et entièrement clôturés. Moi, je le trouve encore plus fourbe qu'Armadora. Parce que j'ai souvenir de plusieurs parties en fait, où il y a des joueurs qui se retrouvent avec des emplacements tout rikiki. Genre, tu vas te mettre dans un coin, tu as un demi-emplacement, c'est-à-dire que tu as 2 barrières sur le carré. Et puis, il suffit que de 2 joueurs d'après, ils finissent par te clôturer autour de ta caravane. Et tu as un emplacement de 1 pour ta caravane, ou de 2 des fois. Ah ouais. Il y a moyen de s'allier pour pourrir l'autre. Donc, il y a un petit peu moins de bluff parce que rien n'est caché. Mais il y a beaucoup plus de fourberie ou de coup tordus. Moi, je le trouve quasiment aussi méchant que des jeux comme Intrigue ou Galerapagos. J'aime beaucoup l'inscription qu'on retrouve au dos de la boîte. Deluxe Camping, un jeu convivial et gai qui exalte la tendresse et le don de soi. Voilà, c'est à peu près tout le contraire qui se passe dans le jeu. C'est vraiment un jeu que je déconseille aux mauvais perdants. Et pourquoi vous n'achetez pas une maison ici alors ? Ah bah non, on serait obligé de venir là tout le temps. Mais puisque ça fait 30 ans que vous venez ici tous les ans. Oui, mais c'est pas pareil. Là, si on veut, on peut aller ailleurs. C'est ça le camping.
Deluxe Camping, dans cet ordre-là. C'est un jeu de Vincent Evarer, illustré par Stéphane Poinceau, qui a fait Formula D, dont on a parlé, et la deuxième version, celle d'Asmodée, et Evo. C'est un jeu qui est issu de l'engagement des organisateurs du Festival de Cannes 2006 à publier un jeu issu du concours de création. Cet auteur, Vincent Evert, avait gagné le concours et donc a vu son jeu édité. Je crois que ça se fait plus depuis... J'ai pas retrouvé d'autres exemples, j'ai essayé de chercher. Mais... j'ai pas trouvé non plus. C'est un jeu qui est accessible d'occasion, vous le trouvez à moins de 10 €. Il est plus vendu neuf, du coup, il a été édité que dans le cadre du festival. Et puis d'occasion, vous le trouvez à moins de 10 €. Et franchement, pour ce prix-là, c'est quand même un jeu très sympathique qui allie à la fois un petit côté réflexion tactique, comme on peut retrouver dans le Scrabble, mais sur un truc beaucoup plus court, beaucoup plus accessible. Bon jeu d'enfoiré, quoi. Enfoiré familial. Le fil vert sur le bouton vert. Et j'appuie sur le bouton rouge. Je pétris le tout avec les mains, là, comme dans les campagnes d'Alta, là, comme ceci. Si seulement j'avais un marteau. Évidemment, avec des moyens pareils, moi aussi, j'y arrive. Pour terminer cette émission, on va vous parler d'un outil. Toi, je ne sais pas si tu en utilises beaucoup, ça s'appelle l'insert. L'insert ouvert optimise votre cheminée traditionnelle sans travaux. Plus de chaleur d'un côté, moins de pollution de l'autre. Redécouvrez le charme d'une belle flambée. C'est pas cet insert-là. Non. Non, là ici on parle vraiment des inserts qui s'insèrent dans les boîtes de jeux de société. Ça a ce nom-là parce que c'est des modules, des boîtes, des accessoires de rangement qui vont s'insérer dans la boîte du jeu pour faciliter son rangement, mais surtout faciliter sa mise en place. Ah oui, c'est mieux que le thermoformage. Effectivement, les thermoformages sont une forme d'insert qui sont livrés avec le jeu. Souvent... Moi, je les balance en général, les thermoformages, je les enlève et je fous tout dans des sachets parce que ça m'énerve. Exactement, y a pas mal de gens qui font comme toi, qui du coup ont la technique du sachet. Ouais. Moi, il y a un effet psychologique assez décourageant sur les gros jeux où il y a beaucoup de matériel. Quand j'ouvre la boîte, je vois toute une flopée de sachets et tout... un exemple, c'est ça. Un exemple typique là-dessus, c'est Andorre, qui est un jeu coopératif d'aventure où il y a des scénarios et donc en fonction du scénario, il faut retrouver telle pièce, telle tuile, tout ça. Franchement, la mise en place peut aller sur certains jeux experts jusqu'à 1 heure de mise en place. C'est là que les inserts vont prendre tout leur sens, quoi, en fait. Prenez pas un insert pour Skyjo ou la bonne paye, quoi. C'est vrai que c'est des outils qui vont permettre de réduire, alors ça c'est ce que disent les vendeurs, mais moi j'ai quand même fait un petit peu le test, notamment sur Andorre, de avec et sans. Vous gagnez jusqu'à 75% de temps, c'est-à-dire qu'effectivement, sur des jeux comme Andorre, vous pouvez passer de 1 heure de mise en place à... 1 heure de mise en place sur... Ouais, selon les scénars, si vous avez les extensions et tout. Si vous avez tout en vrac dans des sachets, alors après les sachets, pareil, vous pouvez les faire de manière plus ou moins efficace, mais en gros, si vous vous en tenez à ce que donne l'éditeur, souvent vous allez avoir un temps de mise en place presque décourageant, alors qu'avec l'insert, vous allez tomber sous 20 minutes, effectivement, de mise en place. Voire même, c'est instantané pour Terraforming Mars. Voilà, alors pour Terraforming Mars, typiquement, comme il n'y a pas beaucoup de choses à mettre sur le plateau au début, les jeux où il y a des choses à mettre sur le plateau au début, ça, l'insert ne résoudra pas forcément le problème entièrement. Sinon, il faut avoir autant de plateaux que de possibilités et on colle les... et on colle les trucs dessus, ouais. Ouais, c'est ça. On est un peu riche, quoi. On pourrait, mais c'est presque un legacy après un jeu qui se transforme avec le temps et qu'on ne peut plus retrouver dans son état initial. Non, là, c'est vrai que sur Terraforming Mars, finalement, moi, typiquement, j'ai un insert. C'était la condition, comme je disais, pour acheter Terraforming Mars. Il y a juste à sortir, il y a des petites boîtes où déjà les ressources sont déjà dans des boîtes que vous utilisez ensuite dans le jeu, vous placez tout à côté du plateau et hop, c'est parti. Pareil, Terraforming Mars, je pense qu'on gagne bien 40-50% de temps de mise en place quand on a les inserts, les cartes elles sont déjà rangées, triées, on n'a plus qu'à les prendre, etc. Certains éditeurs qui se mettent à réfléchir à cette question, qui ont des fois soit des thermoformages, voire même des choses qui se rapprochent vraiment des inserts, et puis il y a pas mal de fabricants qui se sont lancés dans cette activité-là de fabriquer des inserts pour les jeux de société. Il y a également des plans qu'on peut trouver en impression 3D ou en bricolage ou en origami pour en faire soi-même. Moi, j'ai trouvé plusieurs fournisseurs qui proposent des inserts. Alors, on peut citer Folded Space, qui sont des inserts... à coller, donc il faut quand même prévoir un temps après d'assemblage. Mais pas à chaque fois, là. Non, que la première fois que vous le recevez. Je les trouve assez cheap. Bon, c'est une matière un peu mélange de mousse plastique, mais ils sont assez efficaces. C'est vrai que pour le prix, rapport qualité-prix, ils font vraiment le travail. Insert 3D, moi, c'est celui que je préfère comme site, qui est en plus une entreprise française, je crois, qui est près de Mâcon, en Bourgogne. Et ils font vraiment des inserts en bois, découpés au laser. Et franchement, ils n'ont pas un catalogue de jeux énorme, ils ont plutôt des jeux experts, parce que comme je vous disais, sur des petits jeux, il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'ils fabriquent
les inserts pour un jeu en particulier. Voilà. T'as pas d'insert multi-jeu, quoi. Alors non, l'insert c'est vraiment taillé sur mesure pour un jeu, c'est l'intérêt. Et tout rentre dans la boîte. Oui. Vous pouvez regarder, des fois ils vous disent le couvercle va un petit peu dépasser, on peut plus l'enfoncer à fond. Des fois ils vous disent si ça peut être compatible avec un rangement vertical du jeu ou pas, parce qu'il y a aussi ce truc-là. Il y a certains jeux, le thermoformage il marche bien, mais il suffit que vous le transportez à la verticale, vous retrouvez tout en vrac. Ça sera un débat, est-ce que vous stockez vos jeux de façon verticale ou horizontale? Il faut qu'on en reparle. Tout à fait, ce sera la question sur un autre épisode. Il y a aussi P-Meeple qui est assez efficace. Moi j'ai jamais pris sur ce site, mais bon, ça a l'air d'être pas trop mal ce qu'ils font. Insert 3D comme, enfin je reviens un peu en arrière, mais ils ont aussi des prix qui sont très corrects pour la qualité finale et le rendu, je trouve. Et puis e-Raptor, c'était un peu le pionnier. C'est une entreprise polonaise qui est un pays qui a pas mal d'éditeurs, notamment dans le monde du Kickstarter avec Awaken Realms notamment. Eux, c'est les précurseurs. C'est des inserts qui, pour le coup, par contre, maintenant, je trouve, tiennent difficilement la concurrence en rapport qualité-prix avec tous les concurrents là, que j'ai cités. Et puis, il y a quand même un bémol sur les inserts. C'est que ça fait gagner 50% du temps de prise en place, mais ça coûte 50% du prix du jeu. Ah, mais si tu l'achètes d'occasion, c'est bon. Hein. Et ben voilà. Du coup, c'est pour ça que si vous pouvez trouver quelqu'un qui est hyper complétiste et qui a déjà acheté le jeu que vous voulez avec un insert, là vous pouvez vous en sortir pour avoir le jeu à peu près au même prix que le neuf mais avec un insert. Sinon effectivement sur Terraforming Mars on va dire un jeu qui coûte 50-60 €, si vous voulez un insert vous allez rajouter 30 €, ça rajoute la moitié du prix du jeu. Donc voilà, à recommander pour des jeux que vous sortez souvent et qui pourraient vous décourager par leur mise en place. Parfait. On demande maintenant à Yaya de clôturer cet épisode sur le Scrabble et Terraforming. Allez Yaya, elle s'est téléportée dans les années 70. Allez, écoutons-la. Donnez-moi un R, donnez-moi un U, donnez-moi un U, donnez-moi un U, donnez-moi un Q, donnez-moi un P, donnez-moi un R, donnez-moi un Scrabble, Scrabble, Scrabble. Et ben c'était les ludologues. Ouais, on a encore passé une bonne émission à enregistrer. On espère qu'à l'écoute, ce sera agréable pour vous. Merci encore pour tous vos retours que vous nous faites et les encouragements. On va continuer sur cette lancée en essayant de garder le rythme. Et d'ici là, portez-vous bien, restez groovy et à bientôt. C'est ça, astiquez votre boule à facettes. Ouais, j'ai eu peur de ce que tu allais dire, mais ça va. On a évité le dérapage de fin d'épisode. Donnez-moi un J, donnez-moi un E, donnez-moi un U, donnez-moi un X. Scrabble, Scrabble, Scrabble. Amateurs de meeple, les ludologues, c'est des histoires de jeux sans orgueil. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Et aux braves lanceurs de dés, les ludologues, vous comptez des histoires de jeux à succès. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! Par ici les constructeurs de decks, les ludologues c'est l'histoire des jeux depuis l'âge des Aztèques. Oh! Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Oh! À tous les barrés de jeux de plateau, les petits comme les gros, que vous aimiez les âmeries trash, les jeux solo ou les euros, les ludologues c'est des histoires de jeux que vous entendrez plus de sitôt. Vous le saurez.